Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nulle introduction inutile, vous savez de quoi on va parler, vous savez pourquoi on est là, et ça fait beaucoup trop longtemps, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de débrief de Grand Prix comme ça, j'ai perdu l'habitude, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de course. Voilà, maintenant qu'on s'est débarrassé de cette blague pourrie, on va pouvoir passer à la course et regarder déjà les résultats avec ce Grand Prix d'Autriche qui a été remporté par Valtteri Bottas devant Charles Leclerc et Lando Norris. Ah mais c'était pas un rêve la course ? Oui, car globalement je pense que très peu auront à se plaindre de cette rentrée parce que je pense que c'est un des meilleurs Grands Prix d'ouverture que j'ai vu depuis des années à titre personnel et sans doute voilà une des meilleures courses de ces dernières années et c'était absolument fou, incroyable, je pense sur beaucoup de points. On va essayer d'entrer dans les détails, d'essayer de décortiquer les courses de chaque pilote, essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour chacun, mais déjà, j'ai vraiment eu l'impression de revenir dans ma jeunesse, dans les années, au début des années 2000, même début 2010, quand il y avait des abandons mécaniques dans tous les sens, quand des pilotes faisaient des erreurs, et c'est quelque chose qui manque à la Formule 1 depuis des années. Les voitures terminent toutes les courses et les pilotes font plus d'erreurs. Là, on a eu un petit peu des deux et c'était très bien. On a eu de la lutte pour la victoire. On s'attendait à ce que Mercedes domine. Bon, ils ont dominé, mais ils sont battus pour la victoire. Il y a quand même eu de la tension, du drama. Et le milieu de plateau nous a vraiment régalé. Donc, c'était vraiment beau. Déjà, quelque chose que je trouve toujours intéressant, c'est que les favoris sont vraiment Mercedes depuis des années, mais surtout depuis les essais privés où on a clairement compris qu'ils avaient déjà 2 saisons d'avance sur tout le monde. Et on s'attendait forcément à voir un Hamilton gagner avec un Verstappen qui serait là pour jouer le petit cheval qui vient les embêter dans son coin. Et on oublie toujours qu'il y a Bottas qui existe. Et pourtant, si je devais lui mettre une note, ce serait un 20 sur 20, parce que qu'est-ce qu'il a fait de mal, le petit garçon ? Il a peut-être pas bien respecté les consignes quand on lui a demandé de pas trop rouler sur les vibreurs, parce que la voiture aimait pas bien ça. Et ça, c'est vraiment un des soucis typiques de ce tracé en général. Tous les ans, il y a toujours des trucs parce que les pilotes vont forcément... ils essaient de gagner le plus de temps possible, donc ils vont un petit peu trop large dans chaque virage. Et forcément, ça abîme un petit peu les pneus, le fond plat. Et donc, on a demandé à Valtteri de pas trop sortir de la piste et il n'a pas été très sage. Mais c'est vrai qu'il y avait son équipier qui essayait de lui prendre la victoire. Mais au final... Si ce n'est que pour ça, j'ai rien à lui reprocher. Bottas, il a fait une bonne pole position, il a fait un bon départ, il n'a jamais quitté la tête de la course, peut-être à la phase des arrêts au stand, et encore je suis même pas sûr qu'il ait été dépassé en réalité. Vraiment rien à lui reprocher, et surtout avec toutes les interventions de sécurité qu'il y a eu, enfin il a toujours su garder son sang-froid, il n'a jamais commis d'erreur. Et avec un Hamilton derrière qui voulait vraiment se remettre, non seulement de ne pas avoir pris la pole la veille, mais en plus de prendre 3 places de pénalité, je ne lui ai jamais vraiment reproché en un sens de ne pas savoir se défendre, de ne pas être rapide, parce que la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il va être capable de tenir comme ça toute la durée du championnat ? Alors, je peux renvoyer à la saison 2019 pour essayer d'avoir un exemple sur est-ce qu'il sera capable de rester devant toute la saison ? Mais malgré tout, dans une année un petit peu folle, et si cette saison, Valtteri continue non seulement de garder ce rythme, mais surtout, et c'est là pour moi qu'est sa faiblesse à Bottas, c'est est-ce qu'il est capable de faire, en un sens, la course que Hamilton a fait, et mettre, si les positions étaient inversées, à mettre autant de pression sur Hamilton que Hamilton l'a fait sur lui pendant le Grand Prix. Et de dépasser. C'est encore un autre point, mais il arrive en forme, il commence bien la saison et ça me fait vraiment plaisir de voir le gentil Valtteri enfin ici et peut-être, pourquoi pas essayer de pimenter un petit peu le championnat parce que on s'attendait à ce que les Red Bull viennent un petit peu jouer les troubles faits. Max ou Verstappen n'a pas pu tenir très longtemps à cause d'un problème moteur qui ne lui a pas permis d'aller très loin, mais de toute façon, clairement, la Red Bull est un cran en dessous. Où la Mercedes est 9 crans au-dessus, il y a un des deux. Donc, il y a quelque chose vraiment... Il y a eu aussi cette affaire avec Albon. Clairement, en fin de course, il restait suffisamment de tours pour que le petit Alexandre, avec ses pneus soft, tout frais, il vienne prendre la victoire. Je pense qu'il aurait pu le faire si ce n'était pas
pour ce petit accrochage avec Lewis. Alors, pour revenir du coup sur cet incident, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui continue à faire dissonance cognitive dans ma tête. Parce que, en un sens, je comprends la pénalité. Pour moi, c'est clairement Hamilton qui met Albon dehors. En un sens, Albon n'a rien fait de mal, il était déjà pas mal devant au moment où il y a eu la touchette. Hamilton a vraiment resserré, a vraiment refermé son virage comme si Albon n'était pas là, alors que clairement, alors il a effectivement eu un peu de sous-virage, ce qui l'a un petit peu plus traîné vers Albon, mais j'ai l'impression qu'il n'a rien fait non plus pour lui laisser plus de place. Mais en un autre sens, je suis obligé de mettre un petit peu de blâme sur Albon aussi, non pas parce que il a pas fait ce qu'il fallait, je pense que sa manœuvre était propre, mais peut-être trop agressif dans un endroit où c'est quand même assez serré, cette sortie du virage 4. Et c'est pas comme si c'était le dernier tour, il était vraiment plus rapide et je pense qu'il avait suffisamment de temps pour laisser marmiter un petit peu Hamilton et le prendre à la prochaine occasion. Et ensuite aller chercher Bottas. Et même à défaut de prendre une victoire, il serait sans difficulté, je pense, assurer une deuxième position, ce qui aurait été vraiment très bien pour lui, pour Red Bull. La Red Bull repart avec 0 points. Je ne dis pas que c'est de la faute d'Albon, je dis juste que l'inexpérience a parlé, et peut-être que, justement, à situation inverse, peut-être que Hamilton n'aurait pas cherché à être inutilement agressif, à se dire ok, il va peut-être chercher à défendre de manière un petit peu violente, je vais le laisser faire un petit peu, et ensuite je le passe à la prochaine occasion quand ce sera plus simple. Un petit peu plus de sagesse, surtout que Albon, pour moi, c'était un petit peu ce qui lui manquait la saison dernière chez Red Bull. Il savait se montrer agressif, et c'était très bien, mais parfois un petit peu trop agressif. Je me rappelle notamment de certains incidents à Spa, son dépassement sur Ricciardo qui aurait pu très mal terminer, ou sur Norris à Suzuka. Bon, jusque-là, il n'y avait rien eu de dramatique. Là, c'était peut-être... c'est en faisant qu'on apprend. Mais dans l'ensemble, Albon, sans être évidemment dans le même rythme que Max, je pense qu'il a fait, qu'il aurait fait ce qu'il fallait pour prendre une bonne position aujourd'hui. Et c'est plutôt bien. Et pour ce qui est d'Hamilton, la pénalité, un petit peu dure peut-être. Je ne sais pas me placer, encore une fois, ça fait un petit peu dissonance cognitive. Je me dis, est-ce que s'il y avait eu touchette, mais qu'Albon avait réussi à passer, qu'il n'y avait pas eu de gravier par exemple, et qu'Albon aurait pu repartir et le repasser ensuite, est-ce qu'on aurait mis 5 secondes de pénalité à Hamilton? Ou si les places étaient simplement inversées, je sais pas. C'est vraiment quelque chose que je me demande. Est-ce qu'on sanctionne la conséquence ou est-ce qu'on sanctionne l'action? Parce que clairement pour moi, Hamilton n'a pas cherché à mettre Albon dehors, il a juste cherché à se défendre et à peut-être mal calculer la situation. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mais sinon, pour le grand Lewis, hormis cet incident, il a fait pour moi une excellente course. Il est remonté très rapidement. Alors évidemment, la Mercedes est un cran au-dessus, mais il a mis une pression monumentale sur Bottas. S'ils n'avaient pas eu ces soucis d'usure de la voiture, et qu'on ne leur avait pas demandé d'y aller plus gentiment, est-ce que peut-être il aurait tenté à pousser plus Bottas à la faute? En tout cas, ça peut promettre d'être intéressant pour la prochaine manche au Grand Prix d'Austyrie que j'ai hâte de découvrir. J'ai encore trop de mal à me dire que c'est une excellente arrivée, 2e place pour Charles Leclerc dans une Ferrari, mais clairement, la Scuderia est très très loin. Si je devais établir une hiérarchie, ce qui est totalement impossible à l'heure actuelle, mais pour moi je la placerais en 3e et demi, 4e force, derrière la Red Bull et peut-être derrière la Racing Point et la McLaren. Clairement, les Ferrari étaient pas dans le coup, par rapport à l'an dernier. On voit la voiture, à quel point les pilotes, ils savent pas si elle va sous-virer ou si elle va survirer dans les virages. Les pilotes, ils se sont plaints clairement d'un manque de puissance. Je crois même qu'à un certain stade, ils étaient les plus lents au speed trap, donc... ça commence pas très bien la saison, néanmoins, Leclerc a su profiter de toutes les circonstances de course qu'il y a eu en fin de Grand Prix pour aller chercher cette 2e place, profiter de la pénalité d'Hamilton et faire quelques beaux dépassements. Il a été agressif parce que l'an dernier, à la même époque, je rappelle qu'on lui reprochait de ne pas être assez agressif. C'était peut-être comme ça qu'il avait perdu sa potentielle première victoire l'an dernier face à Verstappen. Aujourd'hui, il a été suffisamment agressif pour prendre une belle 2e place.
Pour ce qui est du gentil Sébastien, son coéquipier, oh là là, j'ai pas envie d'être méchant parce que il a été méchant avec lui-même et je pense que c'est très difficile de ne pas le juger méchamment du regard face à ce qu'il a fait. Quadruple champion il y a bien longtemps, de Red Bull à Ferrari rouge sang. Mes rêves d'imiter Schumi sont dans le vent. Tourne les Vettel et s'en va. Tourne le Vettel. Une tentative beaucoup trop désespérée à mon sens sur Sainz. J'ai beaucoup décortiqué cette manœuvre et... Non, pour moi, déjà non seulement il arrive beaucoup trop tard dans le virage, il bloque ses roues, il perd l'arrière et il s'avère qu'il y a Sainz qui prend son virage. Alors peut-être qu'il a voulu tenter quelque chose parce que Sainz, il arrive un petit peu large, il était en lutte avec Leclerc. Mais encore une fois, c'était peut-être un petit peu trop désespéré, mais voilà. Parce que j'ai pas encore envie de trop taper dessus. Je me dis c'est que la première course... Jusque-là, il menait une course plutôt sympa, il était derrière Leclerc, alors qu'il partait d'un petit peu plus loin, donc c'était pas trop mal jusque-là. Maintenant, il y a eu cette erreur, et Leclerc est 2e, et Vettel est 10e. Triste. 2 podiums en 3 courses pour McLaren, qui aurait pu prédire ça il y a encore 2 ans, quoi. C'est juste incroyable, Lando Norris... Je n'ai jamais caché que j'avais toujours des soupçons de doute sur ce pilote. Non pas qu'il était pas rapide, mais pour moi, il manquait... il m'avait pas encore fait impression ce qu'il a fait, ne serait-ce que ce week-end, se placer en 4e place en qualif, partir 3e grâce à la pénalité de grid de Hamilton, et arriver encore 3e, encore une fois, grâce à une pénalité de Hamilton. Et même, je dis grâce à une pénalité, certes, mais c'est pas comme si ça lui était tombé dans les mains. Il a vraiment dû faire un dernier tour d'anthologie. Il a été chercher le meilleur tour et j'y croyais pas. Je voyais l'écart, il était, je crois, à plus de 5 secondes 5. Il fallait qu'il reprenne plus de 5 dixièmes. Il en a repris 7. Et quelque chose de très intéressant que j'ai vu, c'est que il a enregistré un tour aussi rapide que le meilleur tour de Verstappen l'an dernier. Ça en dit beaucoup peut-être sur la McLaren, alors peut-être que là vraiment Norris a fait un énorme tour de qualification, alors que l'an dernier Verstappen n'a peut-être pas cherché à faire l'absolu meilleur tour, mais n'empêche, je pense qu'on peut vraiment y lire du bon progrès chez McLaren, aussi quand on regarde la course de Sainz, qui a fait une course extrêmement solide, des attaques, des dépassements, il a su être là quand il le fallait, il y a même eu une belle lutte avec Lando à quelques tours de la fin, donc 3e et 5e, 26 points pour McLaren qui prend la 2e place du championnat. Bon, c'est que la première course, mais McLaren 2e du championnat, c'était quand la dernière fois? 2014? Bah ouais, c'était 2014, je pense. Quand Magnussen et Button ont fini 3e, ça devait être par là. Et ça se trouve, il menait peut-être même le championnat. Ouais, bref, et je vais être très très intrigué de voir la lutte face au Racing Point et de voir, même si sur le reste de la saison, est-ce que les McLaren et Racing Point vont pouvoir mener la lutte face au Red Bull. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir aussi la semaine prochaine. Du côté des Racing Point, ça a été un week-end un petit peu bizarre, j'ai trouvé, parce que elles arrivaient avec tellement d'attentes que la 6e place de Sergio Pérez me laisse un goût de... Bref... Alors que c'est un excellent résultat pour cette équipe 6e. Alors évidemment, il y a eu énormément d'abandons, mais à la régulière, Pérez, il était là. Il a aussi fait une superbe course, Pérez. Je pense qu'il a souffert d'en fin de course de ne pas avoir mis des pneus plus frais. Il a aussi une pénalité de 5 secondes pour rouler trop vite dans la voie des stands. Ah, Sergio. Mais au final, ça ne lui a rien coûté, cette pénalité. Mais voilà, il n'a pas profité de la dernière safety car pour chausser des gommes plus fraîches. Ça lui a coûté une place peut-être face à Sainz, mais pour le reste de la course, il était là, c'était solide. Donc clairement, la Racing Point est vraiment là où on pouvait l'attendre, ou je ne sais pas si vous l'attendiez plus haut ou plus bas. La course de Stroll, on va dire qu'il n'y a pas vraiment eu de course de Stroll, parce que dès le début de course, il a souffert de problèmes de frein avant de définitivement abandonner. C'est regrettable parce que pour moi, Stroll, c'est vraiment une saison où il doit s'affirmer parce qu'il a depuis trop longtemps l'étiquette de fils à papa collée sur le front.
à juste titre, comme on le disait hier en live, mais il n'empêche que je pense qu'il y a un certain potentiel chez ce pilote, et voilà, maintenant il n'a plus d'excuses si la voiture est aussi performante. Maintenant, ce qui pourrait manquer à la voiture, c'est clairement la fiabilité, parce que j'ai absolument rien vu dessus pour l'instant. Je suis pas assez qualifié pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'elle crache de la fumée blanche, cette Racing Point. À chaque fois que je la voyais, j'avais l'impression que le moteur allait exploser. Elle laissait cette petite traînée de fumée derrière, donc je sais pas ce que c'était. Donc s'il y en a qui ont des lumières dans les commentaires, merci d'avance à vous. La 7ème place de Pierre Gasly est un excellent résultat sur le papier. Je dis sur le papier parce que l'AlphaTauri, c'est le 5e constructeur. Hein. On a Mercedes, Ferrari, McLaren, Racing Point. Voilà, apparemment 5e force sur le papier, donc techniquement, en dehors des points, il n'empêche que cette 7e place, justement, ça va être un bon résultat, c'est pour ça que je dis ça. AlphaTauri, c'est pas une équipe qu'on va attendre se voir battre aux avant-postes, mais ça va être important pour ces deux pilotes cette année de s'affirmer, parce que je pense que quand Gasly fera un bon week-end, ce sera très mauvais pour Kvyat, et quand Kvyat fera un bon week-end, ce sera très mauvais pour Gasly. C'est vraiment un énorme mystère. Est-ce que ces deux-là seront encore là l'an prochain? Est-ce que leurs résultats auront de l'importance? Ou est-ce que, au final, les décisions sont déjà prises? Est-ce qu'on sait qui pourrait remplacer en arrière-plan? Parce que les catégories inférieures, elles reprennent tout juste également. Donc, est-ce qu'on aurait un junior à promouvoir dans cette équipe? C'est encore une grosse question, et c'est pour ça que je pense que c'est très important pour eux de faire bonne impression. C'était pas un mauvais week-end dans l'ensemble des deux pilotes, il n'empêche que Gasly a été devant sur tout le week-end. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour lui, pour redorer un petit peu son blason, surtout qu'il part sur une excellente note positive depuis la seconde partie de saison, depuis qu'il est retourné dans cette équipe, avec notamment évidemment son podium en point d'orgue, mais même sans ce podium, Gasly avait marqué plus de points que Kvyat sur sur leur collaboration ensemble, et là il a l'air de rester avec ce petit avantage face à Kvyat. Kvyat, j'ai trouvé une course, un bon rythme, mais non seulement un petit peu plus lent que Gasly, mais aussi un petit peu brouillon. Voilà, il termine sa course sur une crevaison, on n'a encore eu aucune explication dessus. Alors, j'ai essayé de regarder sa caméra embarquée pour essayer de comprendre. Il a pris comme tous les pilotes, il est sorti très large du virage, mais je sais que peut-être, s'il l'a fait trop souvent, peut-être ça a été mauvais pour les pneus. Je l'ai entendu se plaindre d'Ocon. Ils ont eu une petite altercation en piste, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la crevaison, et cette altercation, au final, j'y ai plus vu un Kvyat qui a été trop optimiste pour faire un dépassement sur l'extérieur dans le double gauche, là, au virage 6 et 7. Mais sinon, dans l'ensemble, Kvyat un cran en dessous, et c'est pas nécessairement bon pour lui, mais encore une fois, c'est que la première course. Je parlais justement d'Esteban Ocon, et écoutez, sur le papier, c'est encore une fois un excellent résultat, parce que Renault n'était pas entré dans les points depuis des années sur ce circuit, il souffre énormément. L'an dernier, les deux voitures étaient en dehors des points. En 2018, elles étaient en feu. Donc, c'est des points. Et surtout, c'est des points pour Ocon après un an d'absence, même un an et demi du coup. Donc, clairement, je pense que si Ricciardo avait fini la course, il aurait été devant, peut-être même dans le top 5, notre Danny Ric. Il va falloir voir s'il arrive à se remettre dans le bain, à se mettre dans le rythme de Daniel Ricciardo. Mais sinon, j'ai trouvé une course solide, il a su attaquer, il a su défendre, on l'a un petit peu vu à l'écran, et il était là, et c'est plutôt positif. Ricciardo, je peux rien dire malheureusement pour lui, si ce n'est que c'est pas de chance. Ensuite, un autre pilote, qui pour moi marque de bons points aujourd'hui, même 2 bons points, Giovinazzi, 9ème, à titre symbolique, je relève qu'il termine devant Vettel, comme s'il voulait dire... pourquoi c'est pas moi que vous avez signé pour le remplacer? 2 bons points déjà pour Giovinazzi, parce que c'était important pour lui. Il faut pas qu'il perde de temps, Giovinazzi, parce qu'il y a eu trop de doutes au-dessus de lui l'an dernier. Il a fait un bon week-end dans l'ensemble, j'ai trouvé. Il a été dans le rythme et même devant Raikkonen tout le week-end. Donc ça, c'est très positif pendant la course. Il s'est battu avec Raikkonen, on les a vus échanger régulièrement de position, donc c'est qu'il a su être là. Maintenant, faut qu'il continue comme ça toute la saison, et surtout dans le sens qu'il sache prendre parti de chaque bonne occasion, comme pour ce week-end, parce que j'ai l'impression que l'Alfa Romeo, c'est la dernière force du plateau, ou l'avant-dernière, mais de pas grand-chose.
très très loin en qualif, très très loin, et même depuis les essais privés de Barcelone, on entendait les pilotes dire ouvertement que la voiture n'était pas là où ils voulaient qu'elle soit. Pour Kimi Raikkonen, la course s'est terminée sur une roue qui a tenté de s'enfuir. La raison, j'ose imaginer que c'est parce qu'il sortait des stands et qu'elle a été mal rattachée, mais on n'a encore eu aucune explication officielle là-dessus. Ça aurait pu être très grave, ce genre de choses. On n'aime pas voir une roue énorme partir à plus de 150 km/h dans tous les sens. Heureusement, c'était pas dramatique. Et maintenant, espérons que Kimi se remettra la semaine prochaine de cette horrible performance. Enfin, de cet horrible coup de malchance, je devrais dire plutôt, parce que, il était là. La voiture ne l'était pas, mais il était là sur la piste. Mais je dois avouer que s'il fallait retirer un pilote du top 10 pour que Nicolas Latifi marque un petit point, je serais prêt à le faire. Parce que c'est incroyable. Il termine clairement en dernier. Hein. Il a été très loin de Russell tout le week-end. Mais il termine la course. À part son crash en essai libre 3, il a pas fait d'erreur du week-end. Enfin, un petit état queue aussi en essai libre, mais ça, je veux dire, tous les pilotes en font pour se remettre dans le bain. Mais il a fait une course propre, solitaire, tranquille. La Williams n'est pas capable de miracle non plus, mais clairement, elle est un cran au-dessus, mais surtout pour rester sur Latifi. Voilà, vous m'avez pu entendre rager sur lui toute la saison dernière, parce que pour moi, il a beaucoup trop traîné en Formule 2 pour mériter sa place en F1. Le fait est qu'il est là, que c'est un pilote qui, l'an dernier, a fait une saison suffisamment bonne pour avoir les points nécessaires pour être pilote de Formule 1 sur sa super licence. Il a suffisamment roulé avec Williams pour avoir de l'expérience. Maintenant, j'attends pas grand-chose de lui, mais il n'empêche que ça reste un personnage suffisamment sympathique pour que je veuille bien le soutenir dans des situations comme ça, et puis ça aurait pu être vraiment sympa, et pour Williams, et pour lui qui marque un point. Est-ce que Russell, s'il avait terminé la course, aurait pu être dans les points? J'ose y croire, parce qu'il était devant Vettel. Il était devant Vettel avant son abandon. Et on a entendu Vettel demander à son équipe de lui donner plus de puissance pour qu'il puisse passer Russell, et on a entendu l'équipe lui dire ah non, mais là on est au max en fait. Je devrais pas rire de ça. Je devrais pas rire de ça, mais on en entendra plus en temps voulu peut-être, mais cette affaire entre la FIA, cet accord secret entre Ferrari et la FIA, et les moteurs Ferrari qui passent subitement de incroyablement trop rapide à incroyablement trop lent, il y a un truc. Il y a un truc suspect derrière. En tout cas, c'est déjà un bon signe pour Williams, en plus d'être un mauvais signe pour Ferrari, mais déjà Williams s'est bien rapproché du paquet, et c'était le plus important pour eux cette saison. Last but not least, c'était un week-end à oublier pour l'écurie américaine. American, c'est comme le week-end, mais en American. Encore une fois, la voiture semble beaucoup trop loin pour que je puisse blâmer les pilotes. Je pense qu'en termes de rythme, elle est au-dessus de l'Alfa Romeo et de la Williams. En termes de rythme de course, j'ai l'impression qu'on revient en arrière un peu comme l'an dernier. La voiture semble extrêmement instable. Grosjean, j'ai l'impression qu'il a galéré toute la course avec sa voiture. On l'a vu faire un tête à queue à la sortie du virage 4. Il s'est pris un drapeau noir et blanc, c'est-à-dire le drapeau qui veut dire si tu recommences, tu dégages de la course, quoi. Parce qu'il abusait trop des limites de la piste, il coupait les virages où il sortait trop large. Donc c'est vraiment que c'était désespéré, j'ai l'impression. Pour Magnussen, à part un excellent départ pour lui, hein, je crois qu'il a pris 3-4 places au départ. Voilà, il a fait ce qu'il a pu avec sa voiture, mais les deux ont souffert de problèmes de frein et ont dû abandonner à cause de ça. À suivre, parce que les problèmes de frein chez Haas, c'est pas nouveau. Donc, à voir s'il y a une intrigue à connaître là-dessous. Encore une fois, je vais pas blâmer les pilotes parce que la voiture est pas là. De toute façon, tout ce qui est plus ou moins manufacturé par Ferrari, donc Haas et Alfa Romeo, vont suivre la décadence de l'équipe, mais à une plus grande échelle, puisque plus petit budget et moins de moyens. Donc ça m'inquiète un petit peu pour ces deux équipes, parce que j'ai pas envie de voir ni Alfa Romeo ni Haas partir, parce que si Alfa Romeo part, ça redevient Sauber, et Sauber,
je sais pas s'ils peuvent subvenir à eux-mêmes. Alors c'est absolument que des rumeurs, j'ai vraiment rien lu d'officiel dessus. Apparemment, les investisseurs se posent des questions chez Alfa Romeo, et chez Haas, clairement, Gene Haas a fait savoir qu'il était très sceptique à l'idée de continuer à investir en Formule 1. On veut pas voir des équipes disparaître, on veut en voir plus. Donc j'espère que ça ira mieux pour eux. Hâte de découvrir le premier Grand Prix de Styrie de l'histoire, voir ce que ça va donner tout de suite la semaine prochaine. Donc on se retrouve avec le même programme, les qualifications en live le samedi, le blabla F2 en live juste après sur Twitch, le dimanche les débriefs d'après-course en live. Vous pouvez retrouver le live d'hier avec Meltsen et moi en description. Vous savez que les lives, je les passe toujours en non répertorié, j'ai oublié de le faire hier. Il a fait beaucoup trop de vues pour un live, ce qui, bon, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que je trouve que les lives ne reflètent pas vraiment le travail de la chaîne, c'est plus un moment de fun. Donc, je mets le lien en description pour ceux qui veulent le retrouver, ou vous pouvez le retrouver dans les playlists, dans la playlist live 2020. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, bah merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous n'avez pas perdu trop de temps malgré tout. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne en vous abonnant, en rejoignant les réseaux sociaux, les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description. Retrouvez le Discord pour échanger plus régulièrement au sujet de la Formule 1. Le lien est également en description. Merci à Sacha Tisserand pour les jolies photos que vous voyez exposées en illustration de la chaîne. Le lien de sa page Instagram est en description. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.